à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Bonjour à tous, bienvenue sur Allo Fiston. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité mystérieux. On va vous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Mais avant ça, Emeline, je crois qu'on a quelque chose à dire. Il faut que les gens aillent sur Instagram, là, c'est plus possible. Oui, alors, que vous dire, Louis fait des blagues en story. On fait des blagues en story. Avec un petit sweat à capuche. On met des mèmes, on fait tout ce qu'on peut. Donc là, il faut y aller. Donc, @allofiston sur Instagram, on compte sur vous. Voilà, et Louis répond personnellement à tous les messages. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va parler avec My Name is Bond. Alors, My Name is Bond, on va en savoir plus dans quelques instants. Et pour ça, on accueille l'un des cofondateurs qui s'appelle Panam. Bonjour à toi, Panam. Salut à tous. Alors écoute, on est ravis de te retrouver sur le podcast, mais là, il faut vraiment que tu nous en dises plus sur My Name is Bond, parce qu'avec un nom pareil, il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Ouais, écoute, assez simple. My Name is Bond, c'est une agence qui permet d'automatiser des actions. Aujourd'hui, on a deux types d'actions. À la fois, on a créé des robots qui permettent d'automatiser des actions sur les différents réseaux sociaux, et on accompagne aussi des entreprises pour leur permettre justement d'être plus efficaces dans leur vie de tous les jours et automatiser un petit peu leurs actions. Et à qui ça s'adresse ? Parce que nous, dans notre public, on a à la fois des personnes, par exemple, qui sont en freelance, et puis aussi, on va dire, des PME qui sont à 10-15 personnes. Est-ce que c'est des solutions pour les grosses entreprises, ou est-ce que quelqu'un qui se lance tout seul en freelance, ça peut être intéressant ? Ouais, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question, parce que ça nous permettrait de cibler encore plus notre prospection. En fait, là, on a commencé depuis un an et demi. On a à peu près 250 clients en production, et ça va du DG du 440 avec qui on automatise sur LinkedIn jusqu'à la startup qui est en campagne de crowdfunding. On a notamment accompagné une startup qui s'appelle Flouf et qui fait des compléments alimentaires pour chiens. Donc, c'est assez diversifié. On fait aussi on accompagne aussi des podcasts, des médias. Enfin voilà. De toute façon, dès qu'une personne a une utilité à être connue ou avoir de la visibilité sur l'un des réseaux comme LinkedIn, Instagram ou Twitter, on peut intervenir. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu dis que vous vous êtes lancé il y a un an et demi. Est-ce que ça a coïncidé avec le confinement ? Alors ouais, complètement. C'est-à-dire que on a monté My Name is Bond avec mes deux cofondateurs, qui sont Maxime Blondel et Marion Carnero. Et en fait, eux avaient déjà eu l'idée ils avaient un petit peu surfé, on va dire, sur la popularité de l'automatisation. Ils avaient envie de lancer ce projet-là. Et en fait, ils cherchaient une personne pour gérer la partie technique des robots. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi, je connaissais Maxime un petit peu par le passé, par les soirées, même plus, pour être plus exact. Ça joue, donc, ça compte. Ça compte, ça crée des liens, l'alcool. Et du coup, il cherchait quelqu'un. J'ai publié un article sur la RPA, qui est donc la Robotic Process Automation, toute la partie un peu théorie autour de l'automatisation. Et à la suite de cet article, on a échangé. Et au début, c'était un side project. Et en fait, on a vu qu'on a eu de plus en plus de clients. Et moi, je me suis dit, j'avais toujours voulu monter ma boîte. Donc là, je me suis dit, let's go, on quitte le CDI et on y va. Alors, c'est juste avant qu'on rentre un peu plus en détail vraiment sur la partie, je dirais, magique et vraiment ce que vous faites, la question qui me vient quand même, c'est pourquoi le branding OSS 117, enfin pas OSS 117, mais 007. Je me suis trompé. J'étais du côté français. Moi, j'étais pas là à la genèse de cette conversation, mais évidemment, on me l'a raconté. Maxime, donc, qui est à l'origine un petit peu de ça, il a un vrai savoir-faire et une vraie, on va dire, intuition sur les noms de marques, comment faire un petit peu une marque qui soit à la fois pour du B2C ou du B2B et qui soit retenue. Le sens derrière l'histoire de cela, c'est qu'en fait, James Bond, c'est un petit peu mystérieux, c'est des agents secrets. Donc, nous, on fait des actions un petit peu dans l'ombre pour permettre de mettre en avant telle ou telle personnalité. Donc, ça vient un petit peu de là. Et dans l'univers de James Bond, il y a un petit peu tous les différents profils, les James Bond girls, le geek un peu sur la partie technique. Et puis, c'est une image qui parle à la fois à des personnes qui ont 40 ans, directeur commercial ou directeur de la communication dans un grand groupe,
et en même temps aux jeunes parce que Bien c'est sûr. intergénérationnel. Tout à fait. Je trouve que c'est hyper intéressant cette manière que vous avez trouvée pour évangéliser un peu le produit, parce que c'est vrai que quand on voit automatisation sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui de base vont dire bon, c'est pas pour moi quoi. Mais j'ai une toute petite question par rapport au copyright. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez le droit d'utiliser cette marque aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes assez petit pour que personne vous embête? Je vais toucher du bois parce que je pense que on est plutôt sur la deuxième partie. Ok. Bon. Franchement, je sais pas. Ce sera un vrai apprentissage si un jour quelqu'un vient nous voir en nous disant vous n'avez pas le droit d'utiliser notre nom. Après, le branding, là, aujourd'hui, on a fait un tout nouveau branding. On a repris l'univers, mais on a vraiment notre branding qui a été créé de A à Z. Donc, il n'y a aucun élément graphique repris d'Internet. Je pense que on vend pas n'importe quoi non plus. Donc, si un jour il y a la discussion, on l'aura avec ces personnes-là. Et si amende il doit y avoir, enfin, je suis vraiment Bien pas sûr, pro bien là. sûr. Voilà. On Ouais, non, l'assumera et on. bien sûr. Alors, là, la question qui va être intéressante, je pense, pour beaucoup de nos auditeurs, c'est à partir de quand est-ce que ça a du sens d'automatiser? Moi, je vais prendre mon exemple personnel, comme ça, c'est un exemple, je dirais, un peu standard. Moi, voilà, donc avec Emeline, on s'occupe d'Alloviston. Moi, j'ai mon agence à côté qui tourne bien, ça va. Et en fait, j'automatise quasiment rien. C'est-à-dire que sur LinkedIn, j'essaie d'être assez actif. Je poste 1 ou 2 messages par semaine. S'il y a des gens qui me contactent, je leur envoie un petit message en mode tenez, allez voir ma newsletter. Et c'est tout. Alors, moi, je vais vous dire, mon besoin, ce serait plus de gens qui s'inscrivent à ma newsletter, plus de visibilité. Ok. Est-ce que ça aurait du sens d'automatiser ou finalement, le faire tout seul à la main, ça va bien, à mon stade? Alors, déjà, il faut séparer deux choses. Tu as automatiser et faire du gros hacking. Le gros hacking, c'est automatiser des actions pour aller chercher par des techniques que j'appellerais un petit peu pirates, des nouveaux auditeurs, des nouveaux clients, etc. Et de l'autre côté, l'automatisation, c'est vraiment te faire gagner du temps dans tes tâches quotidiennes. Si on parle vraiment de cette partie-là, il y a un gros point dans lequel il ne faut pas rentrer, c'est l'hyper-automatisation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont découvrir l'automatisation et qui vont vouloir tout automatiser. Ouais, bien sûr. Sauf que automatiser une action, ça prend du temps. On ne peut jamais automatiser une tâche à 100%. Donc, il y a toujours 5% des cas qu'on va pas vouloir automatiser et qu'on va traiter à la main. Bien sûr. Et donc, pour ça, il faut avoir quand même un certain recul et une certaine, on va dire, expérience dans l'automatisation pour ne pas trop tomber là-dedans. Moi, je suis un fan d'automatisation, donc je veux toujours tout automatiser. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, j'ai aussi mes best practices qui me disent n'automatise jamais une action que tu n'as pas faite à la main pendant au moins 2 semaines. Excellent. N'automatise jamais une action qui est faite, par exemple, 30 fois par mois ou 30 fois par an. C'est-à-dire, par exemple, là, mes cofondateurs, ils m'ont envoyé un message en disant on en a marre de faire des factures, il faut que tu nous automatises des factures. Je leur ai dit ok, mais c'est sur une agence qui est parmi The Secret Company qui s'appelle SEO Secret. Ils ont quand même beaucoup de clients, mais c'est des grosses factures avec des gros montants, donc il n'y en a pas tant que ça des factures. Je leur ai dit ok, vous voulez en faire combien? Ils m'ont dit on a tant de factures par mois. Je leur ai dit ok, le temps que moi je vais passer à automatiser ne sera pas rentabilisé, Bien ou du moins il sûr. sera rentabilisé sur 2-3 ans. Donc aujourd'hui, j'ai d'autres priorités, on ne le fait pas. C'est intéressant parce que c'est un discours, je dirais, de responsabilité, de réalité par rapport à justement l'aura du tout automatisé qu'on voit passer quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant d'avoir la vision juste milieu, je dirais. En fait, il faut. Une autre façon de le voir, c'est un petit peu d'automatiser pour se rassurer. C'est-à-dire que moi, je suis un peu le CFO de notre startup studio The Secret Company. Et j'aime bien savoir qu'est-ce qui rentre dans le compte, qu'est-ce qui sort du compte. Typiquement, on a automatisé, et on l'a lié avec notre banque qui est Revolut, on a automatisé une channel qui, dès qu'il y a de l'argent qui rentre ou qui sort, ça envoie une notification dans le Slack. Et au moins, tous les cofondateurs peuvent le voir et on n'a pas de mauvaise surprise d'un virement, je sais pas, de 69 € qui sort tous les mois et on ne sait pas parce qu'on n'a juste pas arrêté l'abonnement. À chaque fois, quelqu'un dit ok, ça c'est moi, ça c'est ta. Donc je pense que c'est assez intéressant aussi de le voir pour se rassurer, pas forcément tout de suite aller viser la rentabilité, la productivité, plutôt c'est un confort de vie aussi à avoir. Oui, alors moi je me fais un peu l'avocat du diable, c'est que souvent quand on entend automatisation, on se demande si vraiment derrière il y a de la qualité, parce qu'avoir 1000 followers c'est bien, mais est-ce que c'est des followers engagés? Est-ce qu'au final tu vas pas avoir 1000 followers et puis au bout de 2 jours Instagram va juste les virer? C'est une très bonne question et c'est un peu
la chose importante et la chose qui fait que nos clients restent avec nous longtemps. En moyenne, on a un taux de ce qu'on appelle de churn, donc de clients qui partent à 6 mois. Et en fait, on éduque nos clients sur une chose qui est, de toute façon, la création de contenu, c'est le nerf de la guerre. Il faut une bonne création de contenu pour avoir un bon compte Instagram. À côté de ça, aujourd'hui, comme on est capable d'automatiser des actions, il y a certaines actions qui peuvent facilement nous rapporter des followers engagés, comme par exemple aller suivre des personnes qui suivent tes concurrents. Ça, c'est ce qu'on peut faire et on est capable de l'automatiser. En revanche, on rajoute tout le temps, dans une certaine mesure, un cerveau humain qui va venir dire, OK, là, tu as gagné tant de followers. À côté de ça, ton taux d'engagement, il a monté ou il a diminué. Donc, cette source, elle t'amène des followers, mais on va quand même la supprimer parce que ces followers-là ne sont pas de qualité. Justement, ça fait partie des questions qu'on avait aussi. C'était par rapport à ce fameux taux d'engagement. Et on sait que parfois, automatisation rime avec taux d'engagement qui dégringole. Mais du coup, vous, c'est quelque chose que vous allez regarder et monitorer pour vous assurer que l'automatisation, en fait, elle ne met pas en danger, je dirais, le business sur le long terme, avec le fameux taux d'engagement qui descend. Ouais, nous, en fait, moi, j'ai un point tous les matins dans mon calendrier. Je peux même te dire à quelle heure. Tous les matins, de 8h30 à 9h, j'ai check des robots. Et donc là, je regarde si les robots ont gagné des followers la journée d'avant, si le taux d'engagement a bougé, etc. De toute façon, un compte Instagram qui gagne des followers a forcément un taux d'engagement qui diminue. C'est un effet de masse, c'est évident. C'est logique. Après, il y a diminué et diminué. Si un client arrive avec un taux d'engagement à 15 et qu'au bout d'un mois, il est descendu à 6-7, là, on se dit qu'il y a un problème. Pour, en fait, l'engagement, nous, on sait qu'on va aller chercher des vrais followers, donc des personnes engagées. La vraie difficulté, en fait, pour l'engagement, c'est d'être en mesure de poster assez régulièrement et de faire assez de stories avec des personnes physiques, donc des vrais visages, pour en fait réengager ces personnes-là. Parce qu'une personne qui arrive sur le compte Instagram, en fait, nous, comme on fait les posts sur notre compte, on ne se dit pas que la nouvelle personne qui vient d'arriver, elle n'a pas forcément l'historique, elle ne va pas regarder post par post. Donc en fait, il faut être en mesure un petit peu dans la création des communautés de toujours faire un petit peu un rappel et toujours un petit peu dire voilà, notre compte c'est ça, on va parler de ça, de manière subtile, hein. Mais c'est pour ça que les influenceurs marchent autant. C'est parce qu'en fait, dès le premier jour où on va s'abonner à un influenceur, on va tout de suite être dans sa maison, dans sa vie. Il va faire une story de 24 minutes, il va raconter sa vie. On va vraiment le comprendre et le connaître en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes que sur la partie automatisation ou est-ce que du coup vous accompagnez les entreprises avec lesquelles vous travaillez sur cette création de contenu qui est au final le nerf de la guerre? Non. Pour nous, alors déjà, pour moi, la création de contenu, c'est un métier à part entière. Complètement. Tout comme l'automatisation, donc on reste focus sur l'automatisation. Et en plus, je pense que s'il y a bien une chose à pas externaliser pour une entreprise, c'est le community management. Parce que c'est hyper important, il n'y a que eux qui ont créé la marque, il n'y a que eux qui connaissent leurs meilleurs clients, il n'y a que eux qui connaissent leur communauté. Donc s'il y a vraiment quelque chose sur lequel ils doivent faire des efforts et ils doivent y passer du temps, c'est la création de contenu et l'animation de la communauté. Et justement, c'est une parole qui est assez sage, je trouve, qui est assez intéressante, parce que c'est pas toujours ce qu'on entend, mais je trouve que ça a effectivement son intérêt. Mais tu l'as dit toi-même, tout ça demande du temps, la création de contenu. Et du coup, voilà, il y a Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, tout ce que tu veux en fait. Je sais que c'est difficile et qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais par rapport à l'expérience que tu as, quelle plateforme, toi, tu recommanderais pour quelqu'un qui se lance? Imaginons qu'on prenne un cas B2C et un cas B2B. Quelle plateforme tu recommanderais à ces deux types d'entreprises pour qu'elles fassent un truc, mais qu'elles le fassent bien? Tu parles le fait de pouvoir publier sur plusieurs plateformes en même temps? Alors justement, la question c'est, est-ce que quand on est une entreprise qui se lance, on a le temps de faire du contenu pour Insta, pour Facebook, pour Twitter, etc. Peut-être pas. Donc peut-être qu'il faut choisir en fait un réseau parmi tout cela. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais comme choix de réseau? Alors avant de choisir le réseau, il faut d'abord connaître ses meilleurs clients. Une fois que tu connais tes meilleurs clients, tu as un persona. Une fois que tu as ce persona-là, tu sais où se trouve ce persona-là. Et donc tu sais où mettre tes efforts. Tu as des entreprises qui vont être full LinkedIn et ils vont ramener 10 leads par jour grâce à LinkedIn. Des entreprises qui vont être full Instagram et ils vont ramener 10 leads par jour sur Instagram. Il faut se dire, si jamais je ne me connais pas, si jamais je ne me connaissais pas, où est-ce que j'aimerais bien me voir? Et c'est hyper dur et hyper franc comme question à se faire.
parce que la réponse, souvent, on se dit, ah, j'aimerais bien me voir partout, etc. Mais il faut vraiment mettre son orgueil de côté et se dire, OK, honnêtement, je vends des licences Microsoft, est-ce que je vais aller sur Instagram? La réponse, c'est non. Et même nous, hein, on a hésité à lancer un compte sur Instagram, mais on s'est dit, bon, on fait de l'automatisation sur Instagram, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de compte Instagram, mais entre nous, tout le monde s'en fout de voir My Name is Bond sur Instagram. On est quand même là pour automatiser des actions, on est surtout sur du B2B, donc normalement, on ne devrait pas avoir énormément d'engagement. C'est une très bonne philosophie, le côté pour trouver son persona. Si je me connaissais pas, où est-ce que j'irais me chercher? Je trouve que c'est une très bonne approche. Après, ça suppose que tu es ta propre cible. Ça suppose que tu es ta propre cible. Ça joue pas pour toutes les entreprises. On est d'accord. Il y a une question qui nous vient aussi, c'est concernant, je dirais, la partie rules, algorithmes, blocage, policies. Comment ça se passe vis-à-vis déjà juste des algorithmes, des changements d'algorithmes, et puis au-delà de ça, les policies de tous ces réseaux sociaux, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes compliant, donc est-ce que vous êtes en règle, ou est-ce que vous passez comme ça, tels des petits serpents à travers les mailles du filet? Ça, c'est l'autre nerf de la guerre quand on fait de l'automatisation. C'est ce qu'on appelle C'est pour ça qu'on demande la question. C'est le jeu du chat et de la souris entre les développeurs des réseaux et nous. En fait, la plupart des plateformes qui font de l'automatisation, ils font ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils essayent de mettre en place ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des enchaînements d'actions qui ne sont pas détectés par l'algorithme parce qu'ils savent ce que l'algorithme arrive à détecter. C'est un peu compliqué comme phrase, mais... Grosso modo, pour simplifier peut-être basiquement pour nos auditeurs, tu me corrigeras, hein, mais j'imagine que les algorithmes, en fait, ils analysent tout ce que vous faites sur les plateformes, ça on le sait, et du coup, en fait, ils vont vérifier si votre comportement est bien celui d'un humain, et en gros, le but des robots, c'est reproduire le comportement humain pour pas se faire bloquer. Est-ce que c'est ça? Alors, oui, mais en fait, je vais te le faire très simplement. Il faut se mettre, encore une fois, à la place de l'autre. Donc, on va se mettre à la place de l'algorithme et à la place de la plateforme. Prenons l'exemple d'Instagram. Le but d'Instagram, c'est que tu reviennes sur l'application et que tu ne sois pas spammé. Si tu es spammé, les gens ne reviennent pas, donc tu vas quitter la plateforme. Donc, Instagram veut enlever ça. Pour enlever ça, ils vont essayer de repérer qui automatise ses actions sur les réseaux. Pour automatiser les actions sur les réseaux, tu as deux choix. Soit tu utilises ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire c'est un portail créé par les développeurs pour pouvoir faire des actions simplement d'un point de vue code. Soit tu utilises ce qu'on appelle un embed browser, c'est-à-dire que tu vas ouvrir une page internet et tu vas faire des clics avec un clavier et une souris à l'intérieur du navigateur web pour simuler le comportement humain. Quand tu utilises les API, c'est très facile pour un développeur d'Instagram de dire « Ok, lui, il a utilisé mon API tant de fois dans la journée. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça ne me dérange pas? Ça, c'est des programmes et des algorithmes qui en décident. Et donc, je vais le bloquer ou je ne vais pas le bloquer en fonction. » De l'autre côté, quand tu utilises le embed browser, tu vas, par exemple, aller sur un profil, appuyer sur Follow, attendre 47 secondes, aller liker une photo, attendre 1 minute 22, regarder la story et passer à l'autre. Et ensuite, ces temps-là vont être complètement variables. Donc, at the end of the day, si tu as bien fait ton programme et que tu n'as pas à chaque fois reproduit les mêmes séquences, le développeur sur Instagram, c'est compliqué pour lui de le voir. La seule manière qu'il pourrait... Sa seule chance, entre guillemets, de t'identifier, c'est de se dire, lui, il a suivi depuis 6 mois 85 personnes par jour, soit c'est un stagiaire super performant, soit il utilise un robot. Ouais. Compris. Ok, donc en fait, le but, c'est vraiment trouver le bon mix entre efficacité, sans alerter les autorités et rester sous le radar. Il faut respecter les plateformes et de toute façon, trop faire d'actions dans la même journée, c'est pas bon pour la plateforme. Dis-toi qu'il y a à peu près 3-4 ans, on pouvait suivre 2000 personnes par jour sur Instagram sans être bloqué. C'était l'Eldorado, mais en même temps, c'était un jeu de quantité et non de qualité. Donc, tu avais beaucoup de nouveaux followers. Mais est-ce que derrière, ça t'amenait à vendre des articles, etc. J'en suis pas si sûr. Là, aujourd'hui, au final, le fait que les quotas soient beaucoup plus faibles, ça t'oblige à faire un travail en amont sur les sources, sur les types de personnes que tu veux contacter. Et donc, c'est beaucoup plus qualitatif. On est d'accord. Emeline.
J'avais Je une vois que tu question, fais des mais petits signes pour non, une mais question. oui, j'ai dit oui, Louis, passe-moi la parole, et puis j'ai oublié ma question. Non, ah oui, elle est retombée. C'est alors on parle de changement d'algorithme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu mets tout en place pour un client et en fait la stratégie au bout d'un moment elle marche plus parce que soit la plateforme a compris la manière dont tu fonctionnais, soit il y a eu un autre changement. Est-ce que c'est facile de changer sa stratégie ou est-ce que vous vous faites pas bloquer une fois que vous avez mis en place un robot? J'aurais des nuits vraiment très stressantes si je fonctionnais comme ça. Euh, non, en fait, ce qu'on a, nous, c'est qu'on a la chance d'avoir mis en place dès le début des comptes Instagram et LinkedIn et Twitter de tests. Et donc, on a une armée de tests devant nous qui va à l'encontre de l'algorithme. Et dès que l'un de ces comptes est bloqué, on prend une marge de 25-30% pour nos clients et on leur applique. Alors, bien évidemment, ça, c'est pour connaître les quotas, etc. C'est un peu notre façon de faire du reverse engineering, d'envoyer notre armée au front. Mais à côté de ça, il y a on sait qu'il y a des actions que le client va faire de son côté qui vont nous bloquer, nous. Donc, il y a aussi un énorme travail d'éducation. Et c'est pour ça qu'on ne va jamais externaliser notre support à Madagascar ou je ne sais où, parce qu'en fait, c'est vraiment une grosse partie de change management et d'éducation de nos clients pour justement qu'ils aient les meilleurs résultats. C'est méga intéressant. Moi, j'avoue que j'étais venue avec quelques a priori sur l'automatisation, tout simplement parce que moi, j'utilise Instagram et que je vois ces gens qui me demandent des trucs de follow. Genre, la dernière fois, j'ai suivi un truc de camping et après, il y a 3 personnes, mais genre 3 demi-secondes, qui m'ont contacté avec un petit message. Non, il y a un côté qui est pénible. Et du coup, donc c'est bien parce que c'est une énorme surprise du coup de faire ce podcast avec toi. Ça remet un peu l'automatisation dans mes bonnes grâces. Et j'ai une question peut-être pour conclure le podcast, parce que l'heure tourne, c'est s'il y a quelqu'un qui, bon, mettons dans le cas de Louis ou une entreprise, tu vois, qui s'est un peu digitalisée suite au Covid, qui est un peu quand même la cible du podcast, qui hésite parce que, tu vois, il perd du temps à faire des actions, mais il ne sait pas si c'est rentable de payer quelqu'un pour s'en occuper. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je leur dirais simplement, est-ce que tu penses que le temps que tu passes sur Instagram, tu peux l'utiliser pour faire quelque chose à haute valeur ajoutée ? Si la réponse c'est oui, allons-y pour un test d'1 mois et on verra ensuite. Si la réponse c'est non, c'est que on peut continuer comme ça. Du coup, on peut venir juste pour un test. Imaginons qu'il y a des auditeurs là qui se demandent, c'est possible de vous demander une démo, de faire 1 mois avec vous, puis de voir ? Ouais, justement, c'est quoi un peu votre modèle ? En fait, on n'en a pas du tout parlé. Vous êtes sur un format SaaS, du coup, avec un pricing mensuel, annuel. Comment vous fonctionnez ? Alors, ta phrase n'était pas... Est-ce que tu peux l'expliquer, Louis ? Parce que format SaaS, je pense que des fois pour je suis nos désolé. auditeurs... Pour faire très simplement, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu la manière dont vous travaillez et le prix que ça coûte pour bosser avec vous ? Alors, je vais utiliser un gros mot, mais après, je vais expliquer. Nous, on est ce qu'on appelle une productized agency. C'est-à-dire qu'on a créé un produit. Alors là, il faut expliquer, parce que là, les auditeurs, ils n'aiment pas du tout l'anglais comme ça, c'est En pas fait, possible. nous, on a un produit qui sont donc les robots, mais qu'on propose sous forme d'agence à nos clients. C'est-à-dire qu'on a un réel accompagnement humain de nos clients avec qui on échange. Moi, j'ai tout le temps mes clients en visio avant de lancer le robot, etc. Et on a mis énormément de vidéos autour de l'explication, on fait des webinaires, voilà. On a un vrai, si je garde la branding bond, on a un vrai quartier général dans lequel il y a tous nos agents secrets pour qu'ils puissent échanger entre eux enfin non, pas échanger entre eux parce qu'ils sont tous secrets, mais pour qu'on puisse leur donner des informations. Bien sûr. Nous, on fonctionne donc sous forme d'abonnement. On a un abonnement, donc si je parle sur la partie Instagram, on est à 290 € par mois. Ça, c'est pour un abonnement sans engagement. Et ensuite, le prix est dégressif en fonction de l'engagement qu'on va prendre et en fonction du nombre de licences, que ce soit sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Très clair. Écoute, merci beaucoup Panam pour ces explications qui nous ont quand même permis de bien vulgariser le sujet de l'automatisation et de tout ce qu'on peut en faire. Il y a quand même des choses qui sont assez intrigantes et vraiment intéressantes, je trouve. Peut-être que ce n'est pas le truc qui parlera aux personnes qui se lancent, mais en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt. Dès qu'on arrive à un petit seuil, ça peut être intéressant. Puis surtout quand c'est fait intelligemment. En fait, moi, j'avais vraiment peur que ça soit juste de l'autofollow et puis tu réfléchis pas derrière. Mais par ton discours, je trouve que c'est vraiment mené d'une manière assez fine. Et du coup, ça m'intéresse. Avec plaisir. Écoute, Panam, merci beaucoup. On fera, c'est qu'on mettra les liens vers My Name is Bond dans nos communications autour de cet épisode. Et puis écoute, il nous reste juste à te dire merci pour ta participation. Merci à tous, en tout cas, merci pour l'invitation.
Et puis quant à nous, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, eh bien, on compte sur vous pour aller vous abonner sur Instagram et puis également sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous connaissez la chanson. Emeline, à la semaine prochaine. Ciao. Si jamais cet épisode vous a plu et que vous pensez que la technologie My Name is Bond est faite pour vous, on a réussi à négocier en exclusivité pour les auditeurs du podcast un code promo de 10%. Donc vous pouvez aller sur leur site, mynameisbond.com, je crois. .co, voilà, mince. Et voilà, vous rentrez tout simplement le code allofiston10, comme ça se prononce, tout en majuscule. Et comme ça, quand vous réservez votre appel de découverte, vous allez pouvoir avoir une réduction sur votre devis.